Sans plus attendre, Pierre Vidal, que vous pouvez applaudir aussi. Merci Sylvain. Mettez un peu d'ambiance. Bonjour à tous. Donc Pierre, tu es la deuxième personne que j'ai rencontrée il y a 3 ans pour me présenter Énergisme. Vous étiez une dizaine à l'époque, j'ai dit tout à l'heure, presque une centaine maintenant. Donc ça va vite. Ça va très vite. Tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Effectivement, comme tu l'as dit, l'année dernière, il y avait énormément de monde. On voit qu'aujourd'hui, vous répondez tous présents. Un grand merci à tous nos intervenants. Je pense que le retour des tables rondes était vraiment riche. Tu l'as vécu. Merci pour l'animation. Je voudrais revenir rapidement sur qu'est-ce qu'est l'Internet de l'énergie, parce qu'on en a beaucoup parlé. Le résumé, c'est vraiment de comprendre que l'Internet de l'énergie, c'est la donnée qui est vraiment clé et le centre névralgique à la transition énergétique de demain. Donc, ce qui m'a plu dans le discours de la FNCCR, c'est de dire on doit le bâtir tous ensemble. On a commencé, on a créé une énorme infrastructure depuis 4 ans chez Énergisme qui permet de traiter toutes ces données, de les collecter en masse, de les fiabiliser pour qu'elles soient utilisables derrière. Vous avez vu l'agenda, juste après, je vais faire mon petit teasing commercial, mais Cyril vous présentera un nouveau service. Je pense qu'il va répondre à pas mal de sujets ce matin, dont la mise à disposition de tableaux de bord. Donc ça, c'est important. Et pour résumer, je reviendrai sur 3 points. C'est 1, l'accès à la donnée. C'était complexe jusqu'à aujourd'hui, coûteux. L'idée, c'est de casser vraiment ces barrières et accélérer cet accès à la donnée. On l'a très bien vu avec Enedis et GRDF. Ils se sont structurés pour l'avoir. Aujourd'hui, on travaille avec eux étroitement. On est déjà couplé aux fameuses API qu'ils ont expliquées. Donc on peut collecter les données pour revenir sur les mandats s'il y a des questions là-dessus. Le deuxième point, c'est la sécurité. Chez Énergiste, c'est très important. On a tout un process by design sur vraiment la collecte et l'automatisation pour la sécurité des données. Et ça, c'est un point clé pour créer cet Internet de l'énergie. Et le troisième point, c'est qu'on a à cœur vraiment, au quotidien, de bâtir un écosystème. Comme tu le disais, il y a 4 ans, on était une dizaine. Aujourd'hui, on est plus de 100 chez Énergisme. Mais ça, c'est grâce aussi à nos partenaires. Alors que ce soit des partenaires technologiques, mais aussi des partenaires commerciaux avec qui on co-construit des offres, des clients avec qui on co-innove, et ça, c'est important. Mais avant toute chose, il y a une slide, et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Carlo Porasanta, le président de Microsoft France, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc merci beaucoup, Carlo, d'être là. Bonjour. Bonjour. Et je pense que c'était important pour nous d'avoir ta vision sur le numérique et ce que fait Microsoft et comment Microsoft nous aide aujourd'hui sur vraiment cette accélération d'énergisme. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Merci Pierre et merci à toute l'équipe Énergisme. Alors, j'ai beaucoup entendu le débat, très intéressant, et je vous proposerai d'avoir un petit regard en s'éloignant un petit peu de la France pour y revenir ensuite. On voit tous, on le voit et on l'écoute quotidiennement à la télévision, qu'il y a des choses assez extraordinaires qui sont en train de se passer dans le monde. Il y a beaucoup d'innovations et de transformations économiques, politiques, sociales, tout change à une vitesse qui parfois laisse un certain nombre de pays, voire tous les pays, avec une espèce de sentiment d'une consommation qui va plus vite de ce qu'on arrive à gérer. C'est pas simple. Dans ce cadre, moi je regarde les zones géographiques dans lesquelles on opère, on voit la chose suivante. Il y a les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, l'Europe au milieu. L'Europe, aujourd'hui, c'est le marché le plus important. 512, 514, je pense, millions de citoyens cette année. On verra, enfin ça comprend encore le Royaume-Uni, on va voir ce qui se passe. Mais quand même, c'est un marché très significatif. Mais si on analyse en fait ce qui s'est passé dans les 10 dernières années en création de valeur économique, alors capitalisation boursière pour les entreprises occidentales, en Chine c'est plus difficile de le dire, mais on va dire innovation, création de nouveaux services, on voit quand même qu'il y a beaucoup de services qui sont créés par les extrêmes et beaucoup de services qui sont vendus en Europe. Beaucoup plus que ce que nous on invente et on exporte. Il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment que nous nous concentrions à comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, moi, je me sens un peu responsable parce que je fais partie d'une des forces pour créer
les infrastructures qui permettent de gérer la donnée. On a nos propres principes, et j'y reviendrai, mais on fait partie de ceux qui proposent ces technologies. Maintenant, ces technologies sont en train de permettre quelque chose qui s'appelle l'intelligence artificielle, vous en entendez parler. En fait, l'intelligence artificielle, si on fait très très simple, c'est la bonne utilisation de beaucoup de données qui existent ou qui peuvent exister pour fournir des services informatiques intelligents et qui vont changer toutes les équations, sociales, économiques, tout, y compris politiques d'ailleurs. Alors, c'est une puissance qui doit être utilisée à bon escient. Le rôle que nous devons avoir dans un pays ou dans la plaque européenne que moi j'aime, si vous ne le savez pas, je suis italien, j'ai habité la moitié de ma vie en France, j'ai travaillé en Espagne, donc je me considère vraiment un citoyen européen. Eh bien, il faut en fait que nous remettions l'ambition de la croissance à bon escient au centre. L'Europe, et la France en premier, doit développer des nouveaux modèles de business souhaitables. Parce qu'innovation, on peut en faire beaucoup. Mais quelle est l'innovation souhaitable? Quel est le modèle économique, social que nous voulons apporter dans notre pays et qu'on peut exporter? Et pourquoi il y a plus d'innovation aujourd'hui qu'on achète et qui vient d'ailleurs, plutôt que de l'innovation qu'on fait et qu'on exporte? C'est un vrai problème de fond. Enfin, moi, je dirais c'est une vraie opportunité de fond. Mais on ne peut pas laisser que cette puissance de données, je réponds aussi en parallèle à une des questions qui venait tout à l'heure, effectivement, il ne faut pas laisser cette puissance qui vient de données seulement à certains, ou seulement à certaines plaques géographiques. Donc l'Europe, qui est très forte dans un certain nombre de services, il faut qu'on se mette dans la tête de dire « Ok, mais il y a un nouveau paradigme qui est la donnée, l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on crée des politiques industrielles, des efforts d'investissement des entreprises en Europe pour construire des systèmes innovants, pour proposer, je le redis, des modèles d'innovation souhaitables ?» Alors, quand je suis arrivé en France, avec mon équipe, on a fait un exercice très très simple. On a dit très bien, Microsoft c'est une boîte de plateforme, donc nous en fait on a des technologies, c'est un Lego d'opportunités technologiques. Ça peut et donc ça doit vous aider nos clients, notre écosystème français à construire cette innovation souhaitable. Alors comment on le fait? On fait de la pédagogie, on vend des services à travers nos partenaires à tous les clients, etc. Mais on s'est dit, il faut qu'on fasse plus. En fait, il faut qu'on mise sur des écosystèmes verticaux de croissance en France, où il y a toute la crédibilité pour être des numéros 1 au monde, mais on n'y est pas encore. Ou on y est, mais on risque d'être dépossédé de certains marchés. Et donc, on a sélectionné 5 secteurs ou écosystèmes, je veux dire, verticaux, sur lesquels, l'intelligence artificielle va avoir un impact sur toutes les organisations qui participent. 2, cet écosystème représente une partie du PIB conséquente. 3, l'innovation non seulement va se faire entreprise par entreprise, mais va se faire en écosystème. 4, ça concerne des services qui arrivent à tous les citoyens français. Et donc on a choisi l'alimentation, ce qu'on cultive, ce qu'on produit, ce qui nous est distribué sur la table, ce qu'on mange. Premier facteur qui fait en sorte qu'on soit en bonne santé ou pas. Et on ne le sait pas. Mais en fait, on mange des choses qui nous font mal tous les jours et on ne le sait pas. En fait, on devrait et on voudrait manger des choses qui nous font bien. Il faut refaire tout l'écosystème, morceau par morceau et tout ensemble. Un autre exemple, c'est la mobilité. Aujourd'hui, c'est encore un cauchemar d'aller de l'endroit A à l'endroit B avec un coût défini, un temps défini, avec un certain nombre d'acteurs qui ne se parlent pas. Et donc, choisir un train, puis un bus, puis un taxi ou Uber, etc., c'est quand même relativement compliqué par rapport aux services qui vont arriver demain ou après-demain. Il ne faudrait pas qu'on se fasse surprendre par des services qui viennent d'ailleurs, qui vont proposer des mobilités fantastiques en expérience et qui sont construites avec des services qui viennent d'ailleurs uniquement. Il faudrait que notre écosystème de mobilité, et on sait qu'en France, on a des entreprises de mobilité qui sont absolument extraordinaires, les voitures, les trains, le métro, les bus, les avions, les transports, fantastiques. Mais comment on fait parler tout le monde pour faire un service de mobilité universelle simple? Pas évident, on va y travailler. Bien sûr, l'énergie, mais j'y viens à la fin. Les services financiers. Les services financiers, en fait, ça nous concerne tous. Comment on utilise au mieux notre patrimoine? Est-ce qu'on l'exploite correctement? Est-ce qu'on le maintient? Est-ce que nos assurances sont convenables par rapport à une vraie maîtrise de mes risques? Est-ce qu'il n'y a pas quelques acteurs qui vont venir demain et qui vont inventer de nouveaux services qui vont disrupter tout l'écosystème des services financiers? Eh bien, il faut que nos entreprises françaises fassent cette transformation. Donc, on est très attaché à construire cette innovation d'écosystème.
Et donc, je le redis, parce que c'est les données et l'intelligence artificielle. Et pour faire de l'innovation, il faut beaucoup de données. Alors, c'est pour ça que je dis, on ne peut plus imaginer dans chacune des entreprises qui est représentée ici, ou qui était dans les tables rondes, ou même à niveau européen, de pouvoir faire une innovation puissante, efficace, utile, en étant tout seul. Ça ne marchera pas. Il faut absolument, donc je reviens sur le concept d'open data, mais c'est un des exemples. Mais c'est juste comment est-ce qu'on agrège des plateformes ensemble, comment on crée des nouvelles plateformes pour que les entreprises puissent puiser cette puissance et cette compétence, inventer des nouveaux services qui soient souhaitables. Et puis, si on le fait bien en France, je pense qu'on a toute la crédibilité, la puissance intellectuelle, la visibilité dans le monde pour dire, voilà, une équation alimentaire ou de bonne utilisation de l'énergie ou de mobilité, etc., etc. On a tout pour faire en sorte que ces modèles puissent être des modèles qui gagnent des parts de marché, et donc, pourquoi pas, exporter plus, faire en sorte que nos entreprises puissent exporter ces modèles pour vendre ces services sur la planète. C'est ça l'ambition qu'on se donne. Donc, elle est très haute, soit, mais c'est beaucoup de travail, mais on y arrive. Donc, après, dans les 5 secteurs économiques que j'ai cités, on ne peut pas s'y prendre de la même façon. Donc, dans certains systèmes, on ira par bout de la chaîne, par exemple l'agriculture. On a fait un partenariat avec InVivo, on travaille avec les marques qui font les produits, on va travailler avec les marques qui font la distribution. Et puis on va essayer de les mettre ensemble. Dans la mobilité, on travaille pour l'instant avec chacune des entreprises. Il y a déjà énormément de travail pour digitaliser les plateformes de chacun. Le step 2 sera de faire en sorte que ces plateformes communiquent. Sur l'énergie, nous avons trouvé que la meilleure façon d'y arriver, c'était justement un partenariat avec Énergisme. Parce qu'ils intègrent toutes les idées et toute la capacité de créer le facteur commun de la bonne utilisation des données qui peut être mis à disposition de l'ensemble de la chaîne de tous ceux qui fabriquent l'énergie, qui la distribuent et comment elle arrive aux consommateurs et les citoyens, pour que sur toute la chaîne, il y ait une valeur ajoutée qui s'explicite avec ce que Pierre et les équipes vont raconter. Pour souligner votre collaboration avec Énergisme, on voit de grands groupes aujourd'hui qui ont été à fond sur les enjeux d'open innovation, de collaboration avec des startups et qui nous reprochent souvent, qui prennent conscience de la difficulté à scaler et à passer au stade industriel. Visiblement, Énergie s'est rapproché de vous et réciproquement avec cette volonté d'être industriel aujourd'hui. Alors nous, effectivement, quand on travaille avec alors on les appelle toujours startups. En fait, c'est des entreprises qui sont naissantes et émergentes. À forte croissance. Quand on travaille avec une entreprise émergente et en forte croissance, en tant que Microsoft, on peut aider de plusieurs façons. On peut aider, bien sûr, en donnant notre savoir-faire et notre compétence pour nous assurer que le modèle construit, d'un point de vue même simplement d'architecture et de technologie, soit solide. Parce que si on veut faire du scale, la première chose quand une entreprise émergente essaie de faire du scale, c'est est-ce que l'architecture va soutenir l'ambition business ? Parfois, ça ne tient pas. Donc, la première chose que nous, on peut faire, c'est assurer que c'est la bonne utilisation des technologies, que c'est les bonnes, que c'est architecturé d'une façon qui est façon saine, respectueuse des données et scalable. Ensuite, effectivement, on est une entreprise internationale, donc on peut aider avec une relation de challenger en disant ce que vous êtes en train de développer, oui, ça a du sens, comment ça se compare par rapport à ce qu'on voit en innovation ailleurs, et donc pousser Énergisme dans ce cas ou d'autres à faire de l'innovation qui soit effectivement efficace, utile et qui soit respectueuse d'un modèle qu'on veut souhaitable, comme je disais avant. Donc c'est ce type de challenge. Et puis c'est l'ouverture de portes business. C'est-à-dire que le fait d'avoir Microsoft à côté, ça permet à Énergisme de dire à une grande entreprise française et demain une grande entreprise européenne et après-demain une grande entreprise mondiale, nous sommes une nouvelle société émergente bien sûr, mais on s'appuie sur des gens qui sont assez costauds et donc voilà, on a un go-to-market conjoint. Et on est en train de le faire de plus en plus. Ça nous plaît énormément parce que justement ça veut dire exporter de l'innovation dans le reste de la planète. Et dans cette dynamique, pour vous deux, le RGPD, le règlement européen, était aussi une bonne opportunité de mettre des... C'est une excellente opportunité. Je ne reviens pas sur ce que Madame m'a expliqué beaucoup mieux que moi, mais en fait, c'est une façon justement de faire peser sur l'ensemble de la planète une vision européenne de quels devraient être les standards d'une innovation souhaitable. Donc le respect de la donnée des personnes, des citoyens, je pense que c'est un élément très important. Est-ce qu'avec le GDPR, on couvre tous les besoins de législation par rapport aux données ? Je ne pense pas.
personnellement. Je pense qu'il y a d'autres pas à faire. Madame parlait d'une loi française, je pense, de 2004. Bon, peut-être qu'il faut... Enfin, on est en 2019, donc l'Internet et la technologie vont tellement vite qu'il faut toujours mettre à jour ces politiques de créer le framework, en fait. Quel est le cadre que nous créons pour faire en sorte que l'innovation soit celle qu'on souhaite pour les citoyens, et les Françaises et les Français, les Européens et le monde. Le GDPR, c'est une affirmation forte de l'Europe qui dit on considère qu'il faut respecter certaines règles. Je pense qu'il faut le faire même davantage, mais il faut aussi qu'en parallèle, on construise l'innovation. Ce n'est pas seulement donner les limites de l'innovation, mais il faut construire l'innovation. Donc, par rapport à certaines questions qui étaient sur la vitesse, moi je considère effectivement qu'il y a un besoin important d'aller très très vite, beaucoup de données, beaucoup en écosystème et très très vite pour faire l'innovation souhaitable et l'amener sur le marché le plus vite possible et puis l'exporter. Parce que sinon je peux vous dire qu'on va être continuellement surpris par des entreprises qui viennent de complètement à la droite ou complètement à la gauche, qui vont nous proposer des choses qui sont efficaces. Après, est-ce que c'est souhaitable ou pas? Eh bien, les nouvelles générations, on l'a vu très bien avec un certain nombre de services qu'ils utilisent, c'est difficile de maîtriser quand l'innovation arrive, de dire non, ne l'utilise pas. Elle est efficace, ça répond à un besoin, ou ça crée un besoin. Qu'est-ce qui est souhaitable? Il faut aller plus vite dans la définition de l'innovation souhaitable. Je le redis parce que vous introduisez un autre paramètre qui était le côté un peu ludique, que les jeunes générations vont privilégier, tout à fait. Et oui, mais vous savez, les 15 à 25 ans d'aujourd'hui et surtout les 5 à 15, ça va être le marché de demain. Le marché des 20 prochaines années, c'est ces deux générations-là qui vont rentrer et qui vont acheter. Donc il y a beaucoup d'innovations qui va leur plaire. Et si ce n'est pas ici qu'on l'a construit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a construit. Enfin, je reviens sur ce sujet-là. C'est important que l'économie française s'approprie de ce nouveau paradigme et que ça aille très vite. Pierre, sur votre relation? Oui, au quotidien, c'est un bonheur d'avoir Microsoft qui nous accompagne. Quand on parle je reviens sur le thème et l'Internet de l'énergie, forcément, il y a une infrastructure et il y a un engagement fort sur les briques technologiques, les fameux Lego. Nous, c'est un peu le discours qu'on tient, mais sur la partie plutôt métier, que là, c'est notre expertise et c'est nous qui allons la maîtriser. Donc, auprès de nos clients, partenaires, on va expliquer cette logique de Lego. On a la même logique sur le framework, qui est vraiment l'infrastructure qui permet vraiment l'industrialisation, la scalabilité. On le verra après sur le nouveau service qu'on va présenter, parce que sans Microsoft, on n'aurait pas pu l'amener aujourd'hui pour industrialiser la solution en tant que telle. Aujourd'hui, ça nous permet de traiter des millions, voire des milliards de messages par jour. Il y a notre directeur technique qui est là, Aïe, il le sait mieux que moi, mais voilà, c'est vraiment toutes ces données massives et en temps réel que nous traitons. Donc c'est ça qui est important, avec toute la partie algorithmique attachée à ces données. Il y a toute une notion d'intelligence artificielle qui est primordiale. On l'a, nous, implémenté d'abord sur la partie collecte pour fiabiliser les données. C'est déjà une grande première. Et derrière, c'est tous les nouveaux services grâce à l'IA qu'on va pouvoir apporter. Mais pour faire de l'IA, il faut qu'on ait beaucoup de données et surtout qu'elles soient fiables, traitées. Et ensuite, il y a un dernier point sur cette infrastructure qui est important pour nous. C'est les infrastructures que vous mettez à disposition en France qui permettent d'avoir cette disponibilité de services et surtout de sécurité. Et je pense que là, de votre côté, il y a un gros investissement en France sur ces services. Alors effectivement, oui, tu fais bien de le rappeler, j'avais oublié, mais beaucoup d'investissements. On a aujourd'hui, donc depuis mars de l'année dernière, on a 3 data centers à Paris, 1 à Marseille, donc c'est une infrastructure française. Nous avons reçu en novembre la certification de hébergeur de données de santé. C'est pas l'énergie, mais quand même, puisqu'on parle de GDPR, c'est une garantie. C'est une garantie que voilà, ça respecte non seulement toutes les règles ISO européennes, etc., mais même des contraintes spécifiques pour héberger des données qui sont très sensibles. Donc ça veut dire que voilà, c'est le meilleur qu'on puisse avoir d'un point de vue de l'infrastructure et de sa sécurité et de la gestion de la confidentialité des données. Donc voilà, nous en sommes fiers et c'est un outil qu'on a mis en France justement pour essayer de booster l'économie ici. On l'a dit, bâtir ensemble, ça c'est dans l'ADN de Microsoft aujourd'hui et qui a opéré une grosse transformation. Il y a une vraie volonté de collaborer avec tous sur... Oui, alors ça fait partie de notre écosystème depuis toujours. On est une entreprise qui discute écosystème tout le temps. On a d'ailleurs un nombre de partenaires en France qui est extrêmement grand.
La bonne nouvelle, c'est que je m'attendais, quand j'ai parlé de ces 5 écosystèmes verticaux et quand j'ai commencé à discuter avec les différents acteurs. On prend la santé, ça veut dire parler avec les laboratoires et parler avec les hôpitaux, parler avec tout l'écosystème de ceux qui font de la prévention, qui soignent et qui font de l'accompagnement a posteriori d'un soin. Donc c'est vrai que c'est une chaîne qui est très morcelée et j'avais une crainte en fait de peu de prédisposition à la collaboration. En fait, c'est pas vrai. Je pense que il y a beaucoup d'envie en fait de le faire. On vient de mondes qui sont très cloisonnés, mais on l'a entendu aussi ce matin, c'était très beau de voir dans les tables rondes beaucoup des participants qui disaient non, il faut travailler ensemble, on va y arriver tous ensemble. Et c'est exactement ça. Donc sur ces 5 écosystèmes verticaux, nous on essaie d'être un élément, un espèce de catalyseur pour l'innovation de chacun et pour l'innovation en écosystème. Est-ce que ça va se faire sur les 5 écosystèmes à la même vitesse et avec les mêmes modèles? Non. Mais l'important, c'est que petit à petit, on y arrive. Et si sur un écosystème, on arrive à faire travailler ensemble 3 entreprises, ça sera déjà très bien, parce qu'on aura créé de la masse critique. Plus d'innovation, plus de facteurs communs, plus de données, donc plus de capacité à créer des modèles puissants. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. En tout cas, la réalité, c'est que sans données disponibles en masse, l'innovation sera quand même plus compliquée. Exactement. Après, pour revenir sur l'histoire de l'open data, open data, c'est un des modèles. Il y a d'autres modèles aujourd'hui qui sont très, très intéressants. Par exemple, je vous fais cet exemple-là. Prenons 5 acteurs d'un écosystème qui disent et qui comprennent que oui, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de données, donc il faut les mettre à facteur commun. Si chacun a ses données, et ils sont bien sûr soucieux de dire oui, mais mes données, c'est quand même mes données. Comment est-ce que je peux faire d'avoir la puissance x5, mais tout en gardant les données à moi? C'est technologiquement faisable. C'est-à-dire que, je le fais très simple, imaginez de créer un grand pot. C'est comme si on met dans le pot de l'eau et chacun, c'est une petite... comment on dit les trucs avec lesquels on fait le thé là? Un sachet de thé. Donc dans l'eau, on met 5 sachets de thé. D'accord? Donc les données, c'est dans le sachet. Ça reste dans le sachet de thé. Par contre, le thé, il est commun. Donc imaginez le thé, c'est l'intelligence artificielle. Les données, c'est dans le sachet. Quand l'entreprise reprend ses données, c'est ses données. Mais sauf que c'est augmenté par le thé que je peux prendre, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. C'est un exemple un peu ludique, si vous voulez, mais c'est pour faire hyper simple. C'est-à-dire on peut créer un entrepôt de données où, en fait, on multiplie par 5 le volume, on crée les intelligences artificielles en utilisant la masse, mais on restitue à chacun des opérateurs ces données enrichies avec des algorithmes, mais seulement ces données et pas les données des autres. Donc c'est respectueux de la privacy, du respect de la sécurité, respectueux de toutes les règles qu'on peut se donner, et en même temps, ça crée du volume. Voilà un modèle souhaitable. Et vous avez beaucoup insisté sur ces sujets d'innovation souhaitable. Pierre, pour... Oui, et grâce à ça, et merci pour l'image du thé, c'est bien pour expliquer. Il y a aussi une notion d'interopérabilité qui est très importante, et donc du coup, toutes ces plateformes vont pouvoir communiquer entre elles et être interopérables. Et ça, c'est important pour s'échanger des informations et travailler dessus. Donc ça, c'est vraiment un point important. Avant de te remercier d'avoir été parmi nous, juste après, Cyril viendra présenter notre nouveau service. Sans le dévoiler, je pense qu'une des personnes qui nous a énormément poussé à accélérer et à le sortir le plus vite possible, c'est toi. Tu as mis des équipes à disposition pour qu'on aille très vite, que tout soit industrialisé, que ce soit prêt, même si c'est une offre qu'on avait déjà, qui était prête pour certains clients, mais l'idée c'était d'aller beaucoup plus vite et de l'ouvrir à tous les acteurs du marché. Et je pense que ça répondra à beaucoup de questions de ce matin. Donc merci encore de nous avoir poussés et de nous avoir aidés à nous fournir les ressources nécessaires pour annoncer juste après l'offre. Et merci encore de ta présence aujourd'hui. Merci à vous, félicitations encore pour l'innovation et bonne matinée à tous. Merci. Bravo.